Vous écrivez, et vous l'avez dit à l'instant, que la ligne Buisson, ça a été finalement un logiciel électoral, mais pas une application politique. Pourtant, vous l'avez noté là, il y a quand même c'est pas tout à fait exact, parce que Nicolas Sarkozy a fait quand même preuve d'un certain courage. Il faut peut-être lui reconnaître le fait qu'il a réussi à s'engager quand même sur ce thème de l'identité. Et du coup, grâce à ça, grâce à cette ligne Buisson, l'identité n'était plus un gros mot. Elle n'était plus un gros mot, mais je veux dire, quand elle est au pouvoir, moi je me suis opposé d'emblée à son idée, quand les choses commencent à mal tourner, à partir de 2009, il lance l'idée d'un débat sur l'identité. Je dis, mais pourquoi débattre? Tu es au pouvoir. Quand tu es au pouvoir, on ne débat plus, on fait. Ça se passe à peu près au même moment où Luc Châtel, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, décide de supprimer le programme d'histoire de l'enseignement des premières scientifiques. Faire, c'est effectivement donner un contenu, c'est-à-dire retisser le lien qui fait que les Français forment une communauté autour d'un patrimoine, d'une tradition, de mœurs communes, d'un héritage historique, en le faisant partager par les Français. Et nous n'allons, à part le projet du musée d'histoire nationale, rien faire dans ce sens. Rien sur l'enseignement, rien sur l'éducation, rien sur la transmission de la mémoire, rien sur l'exaltation des valeurs et des héros de l'histoire nationale. Nous allons débattre. C'est-à-dire, nous allons, en période préélectorale, agiter un certain nombre d'idées qui avaient déjà été mises en avant durant la campagne, sans leur donner le moindre contenu politique. Alors évidemment, il y aura quelques gestes, il y aura le discours du Puy-en-Velay, il y aura ce que j'obtiens de lui, le déplacement à Domremy à Vaucouleurs pour célébrer l'anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. Il y aura un certain nombre de petits cailloux semés sur le chemin, comme effectivement le fait de décorer de Noix de Samar dans la cour des Invalides, mais ça ne fait pas une politique. Ça ne fait pas une politique qui rétablisse ce qui permet aux Français de faire nation, c'est de retrouver cette sociabilité autour d'une mémoire collective, alors que nous avions tout à fait les moyens de le faire. Et que tout mon discours a consisté à essayer de mettre en avant ce capital immatériel, en disant que au-delà de l'économie, il y a ce qu'on peut appeler un bonheur national brut qui, lui, ne relève pas des indicateurs classiques de l'économie. C'est l'estime de soi, la fierté de ce qu'on a fait ensemble. C'est la phrase de Renan. Le partage effectivement, de valeurs communes, la sûreté, le sentiment, effectivement, d'appartenir à une même communauté. Tout ce capital immatériel que les sociologues appellent le capital d'autochtonie, eh bien, c'est ce que les Français aujourd'hui veulent préserver, confrontés qu'ils sont à cette insécurité culturelle que représente la montée de l'islam en France et le processus, donc un islam de plus en plus radicalisé, d'une finance, elle, globalisée, qui est le processus de la mondialisation. Ce sont ces deux mâchoires qui sont en train de broyer notre identité nationale, notre identité culturelle, contre laquelle nous avions, et nous avons le pouvoir, a les moyens d'agir. Mais pour qu'il puisse agir, il faudra encore qu'il ait conscience, par exemple, de ce que la mondialisation, le capitalisme financier détruit dans le tissu social, les communautés naturelles, la famille. La mondialisation, c'est la marchandisation de tous les rapports humains. Le mariage gay, la GPA, la PMA, tout ça rentre dans le même schéma. Or, les politiques n'ont ni les bases culturelles, ni les références historiques qui leur permettent de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire en quoi la mondialisation détruit les appartenances, liquide les permanences. Alors, les politiques, au fond, ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils défendent. C'est-à-dire ce qui est en cause à travers, finalement, ce qu'on pourrait considérer comme un processus simplement économique. On sait très bien. Et c'est quand même une des idées fortes, je pense, de ce livre, que le libéralisme est un fait social global. On ne peut pas dissocier le libéralisme économique du libéralisme sociétal et culturel. C'est pas comme le cholestérol. Il n'y a pas un bon libéralisme et un mauvais libéralisme. Je ne suis pas du tout un ennemi du capitalisme entrepreneurial. Mais le libéralisme, c'est autre chose. C'est une pensée qui a sa cohérence. C'est la promotion de l'autonomie de l'individu pour le libérer, précisément en faire un consommateur, une sorte de monade, pour les libérer de toutes les appartenances, c'est-à-dire de tous les liens avec les communautés naturelles qui ont été le creuset de notre civilisation et de notre manière de faire société depuis des siècles et des siècles. Et il faut bien dire d'ailleurs
que ce fut le modèle façonné par la chrétienté pendant des siècles en Occident. Et c'est de ça dont il est question. Et dans ce capital immatériel, la chrétienté, c'est pas une croyance simplement. C'est une manière d'être au monde et, excusez-moi cette expression, de vivre ensemble, passe-partout, c'est-à-dire de faire société et de faire nation, qui repose sur un certain nombre de valeurs partagées. On va parler de la France maintenant, mais dernière question, toute dernière question, qui vous replace maintenant avant 2005. Rétrospectivement, je sais bien qu'on ne refait jamais l'histoire, mais si vous aviez à recommencer, est-ce que vous ne dites pas finalement, j'aurais dû peut-être miser en 2005, avant 2005, il y a, je ne sais pas, Philippe de Villiers, qui est possiblement candidat, c'est un ami, c'est votre ami. Il y a Jean-Marie Le Pen, qui lui a parlé d'identité depuis des décennies. Pourquoi finalement ne pas se dire, vous eussiez pu mettre votre talent au service d'un autre ? Philippe de Villiers, nous avons travaillé ensemble en 1994 et 1995, donc je connaissais parfaitement les talents de Philippe. Le problème, c'est que c'est le rapport de force politique qui compte. Ni Jean-Marie Le Pen, ni Philippe de Villiers, en 2005, ne sont dans l'espérance d'une conquête du pouvoir. Les sondages les donnent à des niveaux qui les éloignent même de cette perspective. Or, il se trouve que le candidat du parti de gouvernement de droite vient me solliciter, c'est-à-dire la possibilité d'agir sur les événements. Alors, il y a toujours un péché d'orgueil. On se dit, ben voilà, on va, moi, me remettre en quelque sorte un pouvoir, certes limité, certes circonscrit, mais qui va me permettre de faire avancer des idées qui, autrement, n'avanceraient pas, puisque portées par des candidats qui ont à la fois mon estime ou ma considération, mais qui ne peuvent pas prétendre accéder au pouvoir. Donc quand une occasion comme ça se présente, c'est-à-dire confronter ce qui était ma vision, mais une vision quand même extrêmement théorique, à la réalité du pouvoir, à l'exercice du pouvoir, c'est évidemment une perspective qu'on ne refuse pas, qu'on ne peut pas refuser. Et puis, surtout, alors évidemment la question c'est toujours, est-ce qu'il y aurait des choses à refaire différemment ? Bien sûr qu'il y a des choses à refaire différemment, mais je ne regrette absolument pas, quel que soit le prix que j'en ai payé, et ce prix fut-il, on en a parlé au début, extrêmement lourd, cette expérience auprès de Nicolas Sarkozy, parce que elle m'a fait toucher du doigt ce qu'était, au fond, alors là-bas, les forces d'inertie du pouvoir, elles sont évidemment considérables, et le fait que je savais, mais je savais par mes lectures et mon amour, ma connaissance de l'histoire, à quel point la politique était l'art de gérer les symboles. Et j'ai découvert avec Nicolas Sarkozy que cette capacité à gérer les symboles, c'est finalement l'enjeu essentiel du pouvoir. Et que, si on n'y est pas préparé, si on ne sait pas ce que peut avoir la portée dans la construction des représentations que se font les électeurs et les Français, on passe à côté de cet exercice du pouvoir, ce qui était le cas de Hollande. Vous dites quand même, et là c'est encore un point quand même assez spectaculaire, c'est que vous vous mettez au service de Nicolas Sarkozy, alors que vous dites dans votre ouvrage, mais la droite elle ne pense pas, elle compte, c'est là son malheur, sans cesse recommencer. Vous dites, mais moi je voudrais une grande politique conservatrice, renouant avec le catholicisme social. Donc en arrivant à l'Élysée, c'était mission impossible, vous n'êtes pas Tom Cruise ? Non, c'est pas mission impossible parce que il y a les deux dimensions dans le personnage Sarkozy. Il y a effectivement cet attrait pour l'argent, pour effectivement le mammon libéral, la culture américaine, la fascination pour ce lien entre la puissance et l'argent. Mais il y a aussi la volonté de s'adresser et de protéger. Je rappelle cette phrase de Pascal que je cite à plusieurs reprises, le propre de la puissance, c'est de protéger les plus humbles. Et de prendre en compte justement cette fonction qui est une fonction politique et régalienne essentielle, qui est celle de la protection. Je me rends compte que je n'arriverai pas à faire bouger les choses à un moment précis. C'est-à-dire lorsque Fadela Amara, qui l'a nommée l'ancienne animatrice de l'association Ni pute ni soumise, voilà, Ni pute ni soumise, oui, propose de continuer finalement ce qu'a été la politique de la ville, menée par les socialistes, et par la droite d'ailleurs depuis 30 ans. Alors moi j'essaye de lui faire comprendre à ce moment-là que la vraie rupture se passe justement sur cette question essentielle, dans un contexte où l'argent public devient rare. Donc, quel Français n'a pas compris que la France était surendettée ? Quel Français n'a pas compris que la manne de la redistribution
distribués par l'État-providence étaient en train de se tarir ou de s'assécher, en tout cas de se réduire. Ce qui est d'ailleurs tout le problème de la social-démocratie, qui a longtemps vécu sur sa capacité justement à se créer une clientèle, en utilisant l'État-providence comme effectivement la corne d'abondance, avec les conséquences qu'on sait, puisque là c'est un autre sujet, cet État-providence a été le plus formidable agent de déliaison qui soit entre les individus alors qu'ils se proposaient de couvrir leurs risques. Eh bien, la vraie politique aurait consisté à rompre avec cette politique de la ville qui attribuait l'argent public. Vous comprenez, quand on identifiait ça, la politique, c'est identifier les intérêts contradictoires pour que les arbitrages se fassent de façon transparente devant tous les Français et afin que nul n'ignore quels sont les choix faits par le gouvernement. L'essentiel de la protection sociale et de la manne de la redistribution a été concentré sur la politique de la ville depuis 50 ans, c'est-à-dire sur les quartiers où se concentrent les immigrés. L'arbitrage que je proposais à Nicolas Sarkozy était simple, c'est abandonnons le critère géographique du quartier et passons au seul critère indiscutable qui est celui de la concentration de la pauvreté et du revenu, ou de l'absence de revenu. En tout cas, le revenu, c'est indiscutable. Et prenons ça comme critère de redistribution de l'argent public. Et c'est d'autant plus nécessaire, justement, qu'aujourd'hui, l'État-providence est remis en cause par les petits blancs, puisque l'expression, maintenant, est passée dans le langage courant. C'est-à-dire cette France périphérique dont parle Christophe Guilly, qui estime qu'il y a une profonde iniquité, une profonde inégalité à leurs dépens. Que la politique sociale consiste à privilégier, à accorder une sorte de préférence immigrée, au détriment de l'ensemble de la population et de ceux qui auraient légitimement droit de percevoir cette aide sociale. On sait par exemple que les départements sous-consommateurs de RSA, c'est pas les départements de la couronne parisienne, c'est les départements ruraux, c'est l'Ardèche, c'est la Creuse, c'est le Gers, voilà. Pourquoi ? Parce que les paysans ou les exploitants agricoles qui pourraient avoir droit au RSA ont la dignité de ne pas le réclamer. Voilà, ça se passe un peu différemment dans d'autres départements. Bon, changeons de critère d'attribution. Passons du critère géographique au critère de revenu. Faisons en sorte que la politique sociale ne soit plus fondée, comme la politique de l'affirmative action, c'est la discrimination positive américaine, sur l'origine, mais sur la condition. Faisons l'inverse de ce qu'est en train de faire la gauche, c'est-à-dire la gauche est en train de substituer à la question sociale la question ethno-raciale. Les obsédés de l'identité, c'est eux, puisqu'ils ont fait, avec la politique de la ville, du critère ethnique le critère de la distribution et de la répartition de l'argent public. C'est un fait qui est aujourd'hui, qui est relevé par quelques observateurs, quelques analystes, mais la réalité, c'est cela. Abandonnons ce critère-là et allons vers un critère plus large qui est celui du revenu. Ce ne sera pas la politique de préférence nationale, ça sera une politique de rupture avec la préférence immigrée. C'est pas tout à fait la même chose, puisque ceux qui, parmi les travailleurs immigrés français, auront légitimement droit à ces prestations, continueront de les toucher. Mais ce ne sera plus une politique sociale exclusivement orientée, selon ce principe de préférence immigrée, qui a été mis en place par la gauche, et prolongé et amplifié par la droite pendant 10 ou 20 ans. Eh bien, Nicolas Sarkozy, sur ce point fondamental, refusera de bouger. Et c'est là où l'influence de Carla Bruni, en liaison avec Fadela Amara, se fait sentir, c'est que sur cette question qui est une question centrale, parce qu'il y en a deux questions politiques majeures, comment réinstituer le peuple français comme sujet politique ? C'est la question du référendum et de la démocratie directe. Comment lui redonner les moyens d'être acteur souverain de son propre destin ? Là-dessus, Sarkozy biaisera pendant tout le quinquennat, refusant les référendums que je lui proposais, notamment sur l'immigration, plutôt que cet absurde discours de Grenoble où on était dans la surenchère législative, qui, on le sait, ne débouche jamais sur rien. Les décrets d'application ne paraissent pas. Le problème n'est pas un problème législatif, c'est un problème politique, au sens premier du mot. Eh bien, l'arrêt, institution du peuple français comme sujet politique et sujet historique, la refondation de la politique sociale, ce sont les deux questions politiques majeures.